Merci. Pour le groupe UDI, la parole est maintenant à Monsieur Jean-Louis Borloo. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues, ce qui est formidable avec vous, Monsieur le Premier ministre, c'est que vous êtes transparent. Lorsque vous ne croyez pas un mot de ce qu'on vous a écrit et que vous devez lire à la tribune, ça se voit, ça s'entend, ça se sent, ça se respire. Au moins, on est soulagé, on sait ce que vous pensez en vrai. Le 3 juillet dernier, lors de l'ouverture de cette 14e législature, nous faisions le constat de la situation de quasi-hégémonie politique dont bénéficiait votre gouvernement au Parlement comme sur l'ensemble de nos territoires. Je vous souhaitais, Monsieur le Premier ministre, d'en profiter pour agir sans tarder, sans tergiverser et surtout d'éviter les conflits entre amis. Avec la ratification du traité, c'est le moment, nous y sommes. Vous allez pouvoir éprouver la capacité, si j'ose dire, ou l'incapacité d'agir en cohérence de votre majorité. Mais vous pourrez, en tous les cas, comme nous vous l'avions dit après votre discours de politique générale, dans les moments importants, vous pourrez compter sur tous ceux qui ont lutté pour surmonter cette crise depuis 4 ans. Ceux qui l'ont fait avec constance et détermination, c'est-à-dire nous. Votre désinvolture de début de discours expliquant vraiment que pendant 5 ans, il ne s'était rien passé, rien d'important, me force à vous rappeler quelques éléments que je croyais que le président Hollande avait reconnus récemment. Une crise des subprimes invraisemblable provenant des États-Unis, qui a failli tout emporter sur son passage, et seule une coordination efficace, une volonté politique et des moyens considérables l'a enrayée. La première crise à peine surmontée, mais qui ébranlait durablement l'équilibre européen et la zone euro, la crise des dettes souveraines est là. Les premières mesures de sauvetage de la Grèce, engagées dès 2010, le mécanisme européen de stabilité financière, un second plan d'aide intervenu en juillet 2012, j'en passe. Oui, il y a eu beaucoup de sommets européens. Oui, la crise était extrêmement grave. Oui, elle a débouché sur ce traité qui est l'organisation exigée par tous de la solidarité européenne. Que vous le vouliez ou non, pendant toute cette période, la France était à la manœuvre, Monsieur le Premier ministre, et elle ne mérite pas d'avoir été traitée comme vous l'avez fait tout à l'heure, avec, je trouve, beaucoup d'arrogance. C'est au sommet du 30 janvier 2012 que les Européens parvenaient enfin à préciser contours et contenu du pacte républicain et du mécanisme européen de stabilité. Le 2 mars, après des mois et des mois de travail acharné, les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de la République tchèque, signaient le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. À ce rassemblement de 25 États, la France, le président français, le gouvernement français avaient largement contribué. C'est ce traité qui va être soumis à la ratification de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, je suis encore stupéfait que le candidat Hollande, candidat à la magistrature suprême, pas un homme politique parmi d'autres, ait pu laisser penser une seconde, le temps d'une campagne électorale, avec une forme d'arrogance vis-à-vis de tous nos partenaires européens, qu'un pays, un seul, fût-il la France, puisse forcer les 24 autres à une renégociation.
L'Europe, monsieur le Premier ministre, ce n'est pas ça. L'Europe, c'est le respect de l'autre. L'Europe, c'est une coproduction, c'est une coopération, c'est une collaboration. Ce sont des compromis avec des États, eux aussi, démocratiquement élus et légitimes. Non, monsieur le Premier ministre, l'Europe, ce n'est pas la France telle qu'elle se voit en un peu plus grand. Ce n'est pas ça l'Europe. Monsieur le Premier ministre, vous êtes au rendez-vous de la confrontation entre l'arrogance de l'époque ou votre méconnaissance, qui sait, de la construction européenne et la réalité d'aujourd'hui. Vous allez avec ardeur, je n'en doute pas un seul instant, défendre ce traité paraphé par le président Nicolas Sarkozy. Je ne m'étendrai pas, Christian Jacob l'a fait, sur la cruelle vérité de cette situation. Je vous rappellerai quand même ce que vous écriviez le 22 février sur votre blog, monsieur le Premier ministre. Vous dénonciez le carcan budgétaire concocté par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel et qui étend l'austérité infligée à la Grèce à toute la zone euro. Je n'ai pas non plus oublié ce que déclarait le candidat Hollande, lui-même martelant tout au long de sa campagne présidentielle sa volonté de renégocier ce traité, volonté inscrite dans son 11e engagement, je cite, « Je transmettrai au lendemain du scrutin un mémorandum à tous les chefs d'État et de gouvernement sur la renégociation du traité. » Alors, monsieur le Premier ministre, tout ça était évidemment pas digne de la situation. Alors, il vous fallait trouver une ruse plutôt que d'affronter la réalité. À ce Conseil européen des 28 et 29 juin. Bonjour, je me présente, je suis le président nouvellement élu, avec mon ministre des Affaires européennes. On vient pour renégocier le traité. Médusés, les Européens, médusés. Ils sont déjà dans la ratification de ce traité-là. Alors, ils expliquent, bon, écoutez, monsieur le Président, c'est très bien, mais c'est pas vraiment possible. Mais il faut qu'on renégocie une petite virgule, juste quelque chose, un point-virgule. Moi, j'ai promis que je renégocierais. Monsieur le Président, ce n'est pas possible. Alors, il a fallu trouver quelque chose. Alors, est-ce qu'on pourrait pas imaginer, je sais pas, que j'ai apporté la taxe sur les transactions financières. Chef, ça a déjà été dit par Sarkozy et Merkel, puis le Parlement l'a déjà voté en France. Ah bon? Alors, l'union bancaire. Ah ben non, Michel Barnier travaille dessus depuis un moment. Ah bon, ben alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais il n'y a pas 60 milliards qui traînent des fonds structurels de développement, là? On pourrait peut-être les repeindre, hein? Mais monsieur le Président, ça va se voir! Mais non. Et puis, la Banque européenne d'investissement, elle est formidable. Elle demande qu'on libère 10 milliards d'euros, là, pour pouvoir faire son travail, les 50 milliards d'euros par an. Mais oui, chef, mais il n'y a pas un euro pour ça. Mes chers collègues, c'est embêtant. Mais écoutez, on retrouve son calme, s'il vous plaît. Ce que je vous propose, on n'a qu'à dire qu'il y a 10 milliards d'augmentation de capital, et puis avec ça, on fera 50 milliards de prêts. Mais chef, il n'y a pas d'argent. Ben c'est pas grave, les budgets des États vont prêter. C'est pour ça que vous allez voter 1,6 milliard d'euros, parce qu'il n'y a pas un euro de plus dans le pacte de croissance européen. Alors, vous savez, les Européens, ils se sont dit sacrés Français. Hein. Décidément, ils ne changent pas. Alors, monsieur le Premier ministre, que vous proposiez la ratification aujourd'hui, je ne vous en fais aucun grief, ni à vous, ni au gouvernement, pas plus qu'au président de la République. Mais, monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas un homme politique comme les autres. Vous êtes le chef du gouvernement et votre parole doit être d'or. Elle doit être d'or pour les Français, mais elle doit être d'or pour tous les partenaires et tous les intervenants sur la scène internationale. Et là, très franchement, tout ceci manque de sérieux, de rigueur et de vérité. Vous aviez l'occasion tout à l'heure de quitter l'univers de la ruse pour celui de la vérité. Vous ne l'avez hélas pas saisi. Mais monsieur le Premier ministre,
Ce qui nous préoccupe le Non, mais plus... s'il vous plaît, on sort... Attendez, Monsieur Borloo. Mes chers collègues, je demande à ce que les orateurs soient respectés. Vous laissez Monsieur Borloo continuer. Et mes collègues, s'il vous plaît, ça y est. Tout le monde a retrouvé son calme et Monsieur Borloo va pouvoir poursuivre. Merci, Allez. Monsieur le Président. Ben, écoutez, soyez tolérants, comprenez-les, c'est une épreuve. Plus grave, Monsieur le Premier ministre, vous abandonnez aussi le pacte de croissance français. Vous avez décidé de geler tous les grands projets d'infrastructure de notre pays. Le canal Seine-Nord, le Grand Paris, avons-nous appris ce matin, le fret, les tramways, les autoroutes ferroviaires, le plan d'économie d'énergie, bref, toute la croissance verte française. Ces grands programmes qui auraient pu, avec l'aide communautaire, déclencher un nouvel élan intérieur, vous les avez gelés. Alors, finalement, on vient à s'interroger sur votre idée européenne à défaut de votre projet. Quelle Europe voulez-vous, Monsieur le Premier ministre? Il y a un mois à peine, la chancelière allemande vous faisait des propositions, enfin à la France, à l'ensemble des autres partenaires européens, en suggérant de réfléchir à la construction d'un gouvernement économique européen, autour d'un ministre des Finances européen, de l'élection au suffrage universel du président de la Commission, d'une réunion future d'une convention de transfert de nouvelles compétences, bref, des réflexions qui étaient posées sur la table. J'imagine que la chancelière, qui n'a pas eu l'honneur d'avoir une réponse jusqu'à ce jour, a attendu votre discours avec beaucoup de soin. Je ne doute pas que ses collaborateurs lui en feront une synthèse dense. Pour nous, membres de l'UDI, nous savons que l'Europe est la bonne échelle pour apporter des réponses efficaces au dérèglement climatique, à la dégradation de la biodiversité, à la lutte contre la spéculation financière. Oui, nous attendions de votre part sur l'Europe une vision claire, une Europe de la compétitivité et plus seulement du marché intérieur, une politique industrielle commune, voire une politique européenne de défense. Oui, Monsieur le Premier ministre, nous voterons ce traité, mais regrettons que vous n'ayez pas choisi le moment de ce discours qui n'était pas indispensable, que personne ne vous forçait à faire, qui ne faisait pas l'objet d'un vote, pour que vous n'ayez pas choisi ce moment pour dire la vérité. J'admets que l'on puisse s'affronter, s'opposer ou même simplement simplifier quelque peu les termes d'un débat public. C'est souvent la condition du choix démocratique. Je comprends aussi que l'on se trompe et qu'à l'épreuve des réalités, des pics de responsabilité l'emportent sur des pics de conviction. Après tout, il n'y a de grandeur dans la politique que lorsqu'elle prend le risque de l'espérance, de la transformation du réel pour l'emmener vers des horizons meilleurs. Le choix politique, parce qu'il s'inscrit par nature dans le mouvement de la vie, peut se trouver dépassé alors qu'il pouvait sembler heureux. C'est aussi cela la responsabilité politique. Mais alors, Monsieur le Premier ministre, il faut l'assumer lorsqu'on a la responsabilité éminente qui est la vôtre. Et il vous suffisait simplement de dire que ce traité, dont l'élaboration a mobilisé tant d'énergie, devant tant de dangers, avec tant de pays, était finalement le seul filet de sécurité de l'Europe, c'eût été digne, c'eût été aussi faire un beau cadeau au projet européen. La parole